de retour, hein, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais on va là, on va être beaucoup plus détente, on va associer librement, comme on dit dans le jargon, mais pour un Pas trop quand même. pas trop, ouais. Pas trop librement. Pour continuer de vous parler de Naruto et des liens qu'on peut retrouver avec les champs des psychologies, de la psychanalyse, etc., etc. Et n'hésitez pas, merci pour les GG pour cette première, c'est très gentil, et merci pour les relais pour ceux qui l'ont fait. Et n'hésitez pas, donc c'est vraiment le moment hyper open, si vous avez un personnage, tiens, vous pensez quoi de machin, de un tel ou de truc, c'est maintenant. Je laisse ce micro pour qui veut, c'est open bar, donc si vous avez un personnage, un thème que vous voulez plus creuser, n'hésitez pas. Je te pique le micro. Non, parce qu'en fait, je suis frustré. En fait, mais c'est ça le problème. Ça m'étonne tellement pas. C'est le problème, comme tu le disais, Jean-Christophe, c'est quand on aborde des personnages aussi complexes, il faudrait y rester 3 heures sur Gaara. C'est-à-dire, cette dimension du pouvoir, comment se protéger. Alors après, bien évidemment, dans le manga, c'est romancé. Cliniquement parlant, ça se tient pas vraiment, mais ce côté, je me clive, je me coupe de mes émotions pour me protéger, parce que clairement, un personnage comme Gaara, avec une structure pas très stable, il finit complètement psychotique, quoi, dans cette et cette idée de c'est fou en fait comment un auteur, alors est-ce qu'il a des connaissances en psychologie ou pas, peut avoir cette intuition et la mettre en œuvre. C'est juste incroyable, quoi, de se dire ouais, bah en fait, pour pas finir fou, il se coupe, il se clive, et son pouvoir le symbolise, ça. Je me coupe du monde, on peut pas me toucher. C'est-à-dire que Gaara, il a cette particularité, et t'essayes, Rock Lee a réussi à peu près à transpercer ses défenses, mais c'est un personnage, tu veux le toucher, automatiquement le sable vient le recouvrir. C'est même quelque chose qui se fait naturellement, il n'a pas à y penser en fait. Et je trouve que c'était formidable d'arriver à mettre ça en place, de le symboliser dans la dimension de son pouvoir. C'est juste ce que je voulais rajouter, et voilà, comme ça j'ai évacué ma frustration, je suis beaucoup plus détendu pour la suite. Ça va bien se passer. Aussi ce côté où finalement, vu qu'il est protégé par ce pouvoir qui est un peu une figuration en fait de cet amour maternel, il n'a jamais été en effet blessé, mais même physiquement en fait. Et je trouvais que c'était une scène très touchante quand en fait il se rend compte qu'il n'a jamais eu une égratignure ou quoi que ce soit, et qu'il se demande en fait qu'est-ce que ça fait d'éprouver, parce que il a besoin en fait enfin, il éprouve de la souffrance, mais c'est interne et c'est invisible. Là où on va dire, on voit bien que ça peut être des rapports qui se retrouvent dans la clinique, où en fait, plutôt que de souffrir à l'intérieur, on va extérioriser, on va attaquer le corps pour essayer de retrouver une forme de contrôle aussi sur ce qui se passe et s'agite à l'intérieur. Là, il vient interroger en fait avec, donc je sais plus, je crois que c'est ça. Son oncle, sa tante, un truc comme ça, enfin une personne de sa famille, celui qui s'en occupe après coup, justement, quand. C'est pas la sœur de sa mère? Si, je crois que c'est Et ouais. Qui en fait, oui, se blesse et lui explique en fait que il y a des blessures qui guérissent et d'autres qui ne cicatrisent jamais, en fait. Ce qui est le cas en fait pour cet enfant qui ressent bien en fait la crainte des autres, en fait ce qu'il véhicule, et que c'est cette forme d'agressivité qu'il reçoit en retour de la part de l'extérieur qu'il va intégrer. Je suis un être mauvais pour les autres, je ne peux pas m'aimer et m'estimer moi-même, l'autre non plus en retour. Donc finalement, à ce moment-là, forcément, le monde devient persécutant et persécuteur. J'aurais pas mieux dit. Donc, ouais, il y a cette dimension-là qui est fascinante. On peut peut-être très brièvement, on le refera sur d'autres émissions, comme on vous le dit beaucoup, mais pour préciser, hein, la dimension de la psychose, hein, qui va... alors, comment est-ce qu'on pourrait essayer simplement de définir ça? Donc, il y a les fameuses trois entités ou pas ou plus, comme nous le disait dans un fabuleux mème qu'Olivier nous a envoyé avec les personnages de Camelot. Je vais essayer de vous le trouver. D'ailleurs, ça vous fera pas rire, à moins que vous soyez psy. On essaiera de l'expliquer un petit peu. Mais donc il y a 3 grosses entités, même s'il y a eu beaucoup de travaux depuis ce moment-là, qui sont la psychose, névrose et perversion. La névrose posée par cet individu. Voilà. Oh, ça y est, il a pu le poser, son action figure Freud. Bien joué, JC. Mais je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. Putain, j'étais trop pris, j'étais trop focus. Je suis discret, je suis un shinobi. Ouais.
et où en gros on va se retrouver donc dans la psychose avec vraiment ce qu'on appelle principalement un clivage du moi, et où on va se retrouver dans des identifications, des rapports parfois même à la réalité qui vont être complexes. Alors attention, le truc à vraiment éviter, et je laisserai les camarades repréciser de manière plus claire la question de la psychose au besoin. On n'est pas sur... Il y a toujours ce truc qu'on utilise dans les BFM TV ou dans la presse à sensation, c'est psychotique, c'est machin, hein, donc on n'est pas nécessairement dans une dimension de personnalité multiple ou de trucs. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à l'usage, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au détour des émissions, de repréciser les termes. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... Oui Non, mais en fait, psychose, c'est dans une certaine mesure, pour le dire très vulgairement, c'est une perte de lien avec le réel, en fait. C'est La réalité, ouais. oui, voilà. La réalité. Oui, la réalité. Je pense qu'en fait, c'est le meilleur Oui. moyen, je trouve, même si Bah, c'est... avec quand même une nuance importante, parce que j'ai fait se faire une super blague, désolé de psy, c'est que même la réalité, il faut y croire. C'est-à-dire, même voilà, la réalité extérieure, il faut y croire. C'est que il y a aussi ça de pas croire cette réalité extérieure. Donc il y a quand même ce rapport aussi à la connaissance, à la croyance, qui fait que il n'y a pas croyance à la réalité. Après, c'est des choses posées aussi il y a longtemps, peut-être dans des conceptions un peu vieillissantes. Je pense que maintenant, on verrait les choses vraiment autrement. Vieillissante, et puis aussi, enfin, je veux dire, Freud lui-même, il disait que les tableaux cliniques, ça sert... On m'entend pas, c'est ça? Les tableaux cliniques, ça sert à avoir des repères, mais personne ne correspond aux tableaux cliniques. Et qu'il y a toujours des zones de flou, et que quand on commence justement à éprouver les définitions, et ben on se rend compte que c'est pas aussi simple qu'on voudrait le savoir. C'est d'ailleurs le grand débat qu'avait posé le DSM-5 à son arrêt. Donc le DSM-5, c'est le dictionnaire des pathologies psy, quoi. Et beaucoup de psychiatres étaient... Hein? JCM parle, je crois. Bah, j'essaye de vulgariser, c'est-à-dire que c'est là où on va te dire, voilà, tiens, tel trouble, après tu compléteras avec... Mais justement, ce DSM-5 avait fait beaucoup parler dans la communauté des psys en disant, est-ce que... Alors si, il avait fait parler, JC, à sa sortie. Oui, non, mais je pense à la grimacer. communauté des psys, j'avais une image du Seigneur des Anneaux. Justement, c'est l'anneau. Et de dire, ouais, enfin, les gars, en gros, là, on veut tellement définir des cases que, en fait, soit on a tous un trouble, soit on ne sait plus qui en a. Enfin, ça devient complètement confusant. Alors, sur le DSM, quand même, petite précision, au-delà de la blague et des trolls de psy, bon, vous avez la petite illustration, c'est vrai que c'est vraiment blague de psy, là, on tient à préciser. Bon, pour certains seront contents parce que c'est du Camelot, mais voilà, pour comprendre un petit peu ça. Donc, en gros, il y a quand même une dimension très orientée aussi de ce DSM, hein, parce qu'on c'est complètement acquis qu'il y a des liens avec les industries pharmaceutiques, parce que c'est américain. On le précisera. Tout n'est pas précision, c'est surtout vrai du passage du 4 au 5. Oui. Et beaucoup de gens de psy américains, donc pas forcément d'orientation analytique, qui suivaient le DSM-4 n'ont pas du tout fait la suivi le transition. DSM-5. Ouais, justement, pour ce que tu dis, où là c'est vraiment criant, alors qu'avant c'était peut-être plus nuancé, je dirais. Et c'est vrai qu'il y a un peu côté foire à la saucisse dans le rapport à ce qu'on appelle les entités, les troubles psychopathologiques. Donc, il peut y avoir plein de... On va pas tout vous lister, mais grosso modo, aux États-Unis, ce qui est emblématique de ça, c'est les pubs pour les traitements. Donc quand vous regardez les pubs, ça devient presque de la blague, hein. Ils vous mettent un traitement contre, on va dire, un ersatz d'élan dépressif, de changement d'humeur, d'instabilité, et en dessous ils vous mettent tous les effets secondaires, ne rentrent pas dans le cadre de machin, vous avez le fameux déroulé de trucs, donc ça devient presque transparent en fait à quel point oui. Ouais, je vais peut-être donner une référence pour les personnes qui comprennent pas forcément ce qu'on raconte ou qui n'ont pas l'habitude. Il y a eu 3 très bonnes émissions sur ce dont on parle dans l'émission Entendez-vous l'écho. Je crois que c'était les émissions de la semaine dernière sur l'économie de la psychiatrie.
Donc, entendez-vous l'écho. Donc, voilà, je vous recommande d'écouter ces 3 émissions si vous voulez un peu, voilà, en savoir un peu plus et un peu mieux comprendre peut-être. Et pour finir, pour dire à quel point il y a une incompréhension sur les troubles psychopathologiques, hein, petite pastille mais importante, parce que c'est le but de l'émission aussi, c'est un petit peu de désacraliser ces discours, hein, qui passent comme étant dominants, c'est que il y a même d'autres pays que les États-Unis qui, calquant ce modèle-là, inventent leur propre pseudo-entité psychopathologique. Je pense au Japon. Le Japon, par exemple, qui n'a pas vraiment de termes et de rapports spécifiques à la dépression, en tout cas comme terme, comme entité posée. Ça existe, hein, évidemment, dans les hôpitaux psychiatriques, etc., et dans les dimensions de soins, ça existe au Japon aussi, hein, la notion de dépression, mais ils ont inventé un concept qui veut dire, en fait, une espèce de vague à l'âme, c'était casé dans quelque chose, en fait, hein, une espèce de vent dans le psychisme, qui désignerait une espèce de truc un peu multiforme de la dépression, et vous me voyez venir, évidemment, il y a un traitement qui est sorti affilié à ça, et sauf que cette entité, elle a popé de nulle part, quoi. C'est arrivé du jour Elle au lendemain. repose sur du vent. Hop, voilà. Oh. Voilà, ça c'est fait. Il fallait la poser. Donc, pour vous donner un ordre d'idée un petit peu des discours qu'il peut y avoir aussi sur ce qu'on appelle globalement la santé mentale et les troubles psychopathologiques. Voilà. Même si le passage à la santé mentale a été relativement importante pour sortir du discours sur la folie et le radicalement autre des personnes qui avaient certains symptômes. Donc, et voilà, il y a je pense que les choses sont pas, voilà, il y a eu du bon dans le passage à la santé mentale. Parce que c'est quand même très rassurant et important de dire j'ai une maladie, je suis pas un personnage, je suis pas une personne qui n'est non humaine, on va dire. Je suis un être humain mais avec une maladie et je pense que ça c'est quand même un passage important par rapport aux anciennes représentations de ce qu'on met dans le terme folie. C'est ça, c'est-à-dire que même si ça a évolué, je fais partie du conseil local de santé mentale de ma ville, qui avec là tout ce qui est ces histoires de Covid et tout, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une réunion, mais bref, toujours est-il que c'est compliqué d'arriver à faire admettre à une bonne partie, même si ça évolue, de la population, que non, aller voir un psy, c'est pas pour les fous. Et que non, c'est pas pour les faibles non plus, parce que c'est le genre de choses qu'on entend, et que effectivement d'ailleurs une œuvre comme Naruto peut permettre de montrer que c'est ok à un moment donné d'avoir une souffrance qui va nous limiter, mais que ça veut pas dire que c'est ad vitam aeternam, quoi, qu'il y a des possibilités de rebondir. Oui, je mets le micro plus près de ma bouche. Plus près de toi, mon Dieu. Oui, il y a Moi, je vais devoir y aller parce oui, que JC, on va te laisser. Merci d'avoir été avec nous. On fait un bye bye à JC et le temps effectivement de terminer cet after. Hop là, voilà. Donc oui, peut-être préciser aussi, on l'a pas fait, un autre parallèle intéressant qu'on peut faire, c'est cette notion justement de ce qu'on appelle le transfert. Donc le transfert dans une relation psychothérapeutique, c'est ce qui va se créer comme lien entre donc pour l'appeler de manière très générale, même s'il y en a qui vont s'entre-déchirer si j'utilise ce terme-là, mais c'est plus parlant, le soignant et là aussi d'autres s'entre-déchirant si je dis ça, le patient. Voilà, on fait un coucou aux lacaniens, donc analyser, voilà, des bisous. Qu'est-ce que je voulais dire, pourquoi je parle du transfert? Donc c'est cette relation qui va se créer, et ça c'est un truc qui me tient à cœur, je voulais en parler dès cette première mission, j'en reparlerai sûrement très souvent. Si vous avez l'opportunité de conseiller à des gens qui vont pas bien dans votre entourage, d'aller voir quelqu'un, de se faire aider par une psychologue, n'hésitez pas aussi à préciser, parce qu'il y a toujours cette dimension très magique, contrairement aux fictions, dans la vie ça marche pas comme ça, on va pas tous rencontrer un Naruto qui va nous sortir tout de suite des limbes et de notre souffrance, etc., que le premier rendez-vous est pas forcément celui qui va vous permettre d'aller tout de suite trouver la bonne personne. Parfois, il va falloir vous armer de patience et surtout de vous ôter, vous ou la personne à qui vous conseillerez d'aller voir quelqu'un, cette idée que c'est de votre faute si ça ne marche pas dans la relation. Ça, autant dans les histoires, c'est génial parce que c'est magique et puis il y a aussi une économie de publication, il faut bien que ça marche assez vite, sinon le lecteur il suit plus. Mais dans un lien thérapeutique, c'est pas la même chose. Il faut vraiment toujours se dire, ça peut demander du temps de trouver la bonne personne.
comme on va trouver un ami, quelqu'un de proche à qui on va faire confiance. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un truc central, contrairement aux fictions qui est un petit peu différent, mais on vous le dit aussi, puisque c'est un peu la volonté de cette émission entre deux parallèles culture pop, de vous préciser ces choses-là. Voili voilou. On avait beaucoup de chantiers, Marine, si tu veux reprendre sur Naruto, des choses qui te tenaient à cœur, n'hésite surtout pas. Donc ça, c'est ok. Bah, ce qu'on se disait là, ça me faisait penser que finalement, mais même Naruto fait des crises d'angoisse. Oui. En fait, c'est important parce que ça n'arrive qu'une fois dans le manga, mais c'est un moment pour moi qui est extrêmement fort. Justement, c'est là où on voit Naruto qui arrive au summum un peu de sa puissance. Enfin, il est dans une montée exponentielle en fait. Et d'un coup, il apprend justement, donc on fait encore des spoilers alertes du coup. Sinon, je ne dis pas. Mais il apprend que, en fait, les Hokage veulent se débarrasser clairement de Sasuke parce que bon, c'est un électron libre qui met trop en difficulté les relations entre les villages. Et quand il apprend finalement qu'ils veulent se débarrasser de Sasuke, lui, il est saisi en fait de vraiment une attaque de panique et il s'effondre. Et je trouve que ce moment, il est très touchant parce qu'on voit bien que finalement, on peut tous être sujets à des moments où ça va pas, où ça nous déborde, où en fait c'est plus fort que nous et que en fait ça touche un personnage comme lui. Et même après, il me semble que dans l'œuvre suivante, donc Boruto, qui n'était pas pris par Kishimoto au début, mais je n'ai plus le nom, mais bon, entre maintenant c'est Kishimoto qui s'en occupe. Mais on voit bien quand même quand ce personnage continue en fait à avoir des moments où il est saisi en fait de doute et d'angoisse. Et je trouve que c'est important, et même avec nos patients et au sein de la clinique, de pouvoir reprendre en fait cette figure de Naruto comme un personnage qui en effet est lui-même sujet à des difficultés, à la peur, à la tristesse, au doute. Et c'est aussi un personnage qui s'autorise en fait à montrer ses émotions. Et pour moi, ça c'est vachement important en fait. Ouais, je suis vraiment d'accord particulièrement sur ce dernier point, s'autoriser effectivement à montrer, ce qui est pas toujours simple. On n'est pas en train de vous dire si, il faut toujours s'autoriser à montrer. Hein. On sait qu'il y a des moments où on préfère garder, intérioriser les choses, mais c'est vraiment un des apports, je pense, des outils de fiction, que ce soit les mangas, les animés, la pop culture en général, les jeux vidéo, et dont pour nous, on se sert très souvent d'ailleurs comme levier. On nous a demandé dans le chat de revenir donc sur Nagato, sur lequel on pourrait presque faire une émission en tant que telle, hein, pour le recontextualiser, donc qui a été lui aussi un élève de Jiraiya et qui en gros est devenu dissident lui aussi de par un traumatisme et des pertes, et lui on va dire a sublimé ça en transformant son pouvoir en termes de contrôle. Donc je sais pas s'il y a un d'entre vous qui voulait s'engouffrer sur le personnage de Nagato, en dire quelque chose ou pas. Oui, non, Olivier, non, oui. Non, j'étais juste en train de pinailler dans ma tête et dire sublimer. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sublimer dans Non, une oui, dimension de c'est- contrôle? Non, c'est maladroit, effectivement. Mais je suis casse-pied. T'as raison. Soyons. Non, il y a tellement de choses à en dire de ce personnage, quoi. Par où commencer Déjà préciser pour repérer pour les gens qui connaissent Naruto, alors ce n'est pas stricto sensu le personnage de Pain, parce que c'est uniquement les entités qui contrôlent, qui sont Pain, et lui, en tant qu'être humain, c'est Nagato, mais c'est ce qu'on dénomine sous l'appellation de Pain, très souvent, si vous êtes des fans pas forcément turbo exigeants, on va parler du personnage de Pain. Donc voilà, pour resituer, pour ceux qui se diraient, attendez, Nagato. Donc voilà. Mais oui, pardon, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, Marine? Je sais pas si tu voulais peut-être une opinion sur le personnage de Nagato. J'essaie de me rappeler un peu c'était quoi déjà son idéologie à la base de Pain. D'ailleurs, c'est intéressant qu'il s'appelle Souffrance. qu'il est prisonnier en fait de Pain, parce qu'on voit bien que c'est ce qui l'a amené à être ce personnage-là qui au début était dans des ambitions en fait de paix. Il me semble que c'est ça aussi son objectif premier, c'est de pouvoir vivre dans un monde sans haine, sans guerre et sans paix, enfin sans paix, avec la paix justement, mais que finalement c'est à force d'être tout le temps déçu
est trahi par les autres qu'il en arrive à devenir ce personnage où finalement, là aussi, c'est intéressant. On parlait de clivage tout à l'heure, mais comment en fait il se clive en 5, 6, 7 poupées qui le contrôlent à distance. En plus, lui, il est dans un tel état en fait qui est déplorable. En fait, son corps est squelettique. Enfin, on a l'impression qu'il est vraiment au bord de la mort. Pour moi, c'est très très touchant en fait ce personnage-là, de finalement comment Naruto, quand il le rencontre, euh, c'est un moment où en fait. Il me semble que oui, c'est Nagato l'interroge par rapport à son rapport à la haine et à la vengeance, avec cette idée de, bon, là, en fait, j'ai tué ton maître, je viens de raser le village, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et en fonction de ta réponse, je déciderai de ce que je fais après. C'est très très fort, Voilà. effectivement, ce passage. Et on peut presque dire que c'est peut-être le passage le plus classiquement psychothérapeutique de la série, au sens proprement parlé, parce qu'il y a vraiment l'impact de la parole, de ce qui se joue entre les deux, et convainc-moi, enfin il y a un mix entre un échange rhétorique, ce que peut être d'ailleurs une séance thérapeutique ou analytique, hein, et effectivement ce qui se joue du vécu de chacun, de Naruto, qui est un petit peu défié, comme il le sera plus tard par Obito, sur ses croyances et sa volonté de protéger tout le monde, et qui va venir lui permettre de mettre progressivement aussi de l'eau dans son vin. C'est ce que l'arc Obito Madara va rajouter. Tu n'es pas tout seul. Tu peux reposer sur les autres. Ça, c'est encore un autre versant qu'on aura après. Nagato / Pain, c'est encore un autre apport sur pourquoi est-ce que je ne me ferai pas justice moi-même. Quelle vision est la plus optimale, entre guillemets. Je trouve ce qui est intéressant dans ce personnage-là aussi, il est machiavélique, mais pas au sens où on l'emploie communément, au sens du philosophe, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, à condition que ces fins soient qualifiées de bonnes, en fait, d'œuvrer plutôt pour le bien plutôt que pour le bon. Alors après, on pourrait discuter des heures de qu'est-ce que le bien, mais il a cette dimension-là à tel point que, à mes yeux, il devient ce qu'il combat. C'est-à-dire que lui, il veut la paix, mais du coup, il est tellement à la recherche de cette paix qu'il devient le persécuteur, quoi. Et puis en plus, d'une manière très, très froide, il rase quand même le village de Konoha, hein, ça se pose là quand même, comme manière radicale d'imposer la paix. On a fait quand même un petit peu plus... Peace, je sais pas, sauf que ce personnage est intéressant, effectivement. Après il y a cet échange avec Naruto, quelqu'un le dit, c'est ça la discussion de Nagato et Naruto, je l'avais senti comme un appel à l'aide. Oui, c'est ça, ouais, complètement, exactement. C'est-à-dire que c'est souvent ce que je dis, les gens qui veulent convaincre les autres, à mon sens, c'est peut-être qu'en fait ils veulent être eux-mêmes convaincus de quelque chose. Au fond d'eux, qu'au fond d'eux, ils sont pas vraiment. Alors ma phrase n'est plus du tout française du tout, mais en gros, au fond d'eux, ils sont pas vraiment convaincus, et donc du coup, ils cherchent à convaincre les autres pour se convaincre eux-mêmes. Et là, effectivement, cette discussion, il y a la petite lueur qui dit, en fait, je sens bien au fond de moi que je fais de la merde. Et si toi, t'arrives à provoquer on va parler de restructuration cognitive d'un point de vue cognitiviste, c'est-à-dire de questionner, de remettre les choses en perspective, de changer l'angle de vue pour pouvoir à un moment donné avoir cette prise de conscience que non, en fait, ce dans quoi on s'est empêtré, c'est pas vraiment ce vers quoi on parlait tout à l'heure d'idéal du moi, de moi idéal, de ce côté plus pulsionnel, entre guillemets, enfin non, pas entre guillemets, pulsionnel du moi idéal. Et donc, de ce retour de cette introduction du principe de réalité. C'est-à-dire, à un moment donné, ok, tu as un désir là, ok, est-ce que vraiment tu assumes les conséquences de la satisfaction de ce désir? Et c'est un petit peu, à mon sens, ce qui se passe à ce moment-là. Alors il y a plein de trucs dans ce que tu dis, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'approche de l'équipe, et encore une fois je le dis, c'est très shonen, je suis très heureux qu'il soit à mes côtés. Tu parlais de l'approche cognitiviste qui va un petit peu,
caricature à fond, mais un petit peu, il y a un engrenage et il y a un petit grain de sable dedans, donc on va essayer de retravailler ensemble comment mettre tel écrou qui fait repartir. Moi, je pense à un autre truc plus du côté clinique, c'est ce qu'on appelle la dimension thérapeutique du côté clinique et de la psychanalyse, c'est prêter son appareil psychique. Et en fait, là vraiment, on appelle ça, dans le cadre d'une thérapie d'inspiration clinique, psychanalytique, en gros, quand vous allez, par exemple, si vous allez voir ou quelqu'un va voir un psychologue, un psychanalyste, il va se faire ce qu'on appelle prêter son appareil psychique. Ça va être un support, ça va être on va dire une toile blanche sur laquelle vous allez pouvoir projeter plein de choses, des choses heureuses, des choses malheureuses, de votre vécu, des contradictions, et justement sur ce biais-là, vous allez un petit peu dessiner à deux, faire des choses sur le courant de la relation thérapeutique, si elle se fait bien et positivement, comme on disait tout à l'heure. Ça peut arriver que ça ne marche pas, ou ça peut aussi arriver que vous tombiez sur un connard ou une connasse, parce que il faut se le dire aussi clairement, il peut y avoir des charlatans comme dans tout domaine, dans le champ psy. Et on me dit Mehdi Uzumaki dans le chat, je prends. Et grosso modo, donc prêter l'appareil psychique, c'est aussi à la fois tendre l'oreille, mais pas forcément en répondant au pied de la lettre à ce qu'on appelle par exemple la demande. Là, il lui dit, voilà, il m'est arrivé ça, est-ce que tu penses pas que finalement il faudrait que je réponde un peu en mode loi du talion, œil pour œil, pour dent pour dent. Ce que va faire Naruto, il va avoir un pas de côté, il va lui dire, oui, c'est horrible, oui, je suis dans une dimension d'empathie de ce qui t'est arrivé, mais est-ce que tu ne penses pas, donc il va un peu renverser la chose, qu'il n'y aurait pas une alternative, est-ce qu'on peut pas essayer de se dire, et donc il va progressivement, alors évidemment c'est une fiction, donc ça va très vite, là où il faudrait des fois des années de travail pour se décaler dans la vie, et il va arriver à lui faire lui-même prendre ce pas de côté et lui donner, lui faire en sorte que Nagato Pain fasse confiance à Naruto sur ce pari-là, et donc n'éradique pas le village comme il prévoyait de le faire. C'est dans une certaine mesure ce qu'on appelle la maïotique socratique, c'est-à-dire questionner l'autre, lui permettre, en l'écoutant, en étant dans une dimension d'écoute et non de jugement, sans chercher à lui dire t'as tort, n'importe quoi. Et même soi-même, d'ailleurs, c'est ça que j'aime dans la maïotique socratique, c'est en ayant cette humilité de dire, en fait, je sais pas vraiment où est-ce qu'on va là, mais on va y aller ensemble. On va se questionner un peu comme deux chercheurs qui sont dans une quête ou sans savoir vraiment où ils vont, et humblement quelque part dire ok, ce qui peut être dangereux d'ailleurs dans la posture du psy tout puissant qui sait, le sachant, de dire ok, j'entends ta souffrance, je la nie pas, de toute façon elle est factuelle, si je puis dire, elle est réellement ressentie, c'est pas que dans ta tête comme disent certains, mais non, c'est dans ta tête, voyons. Ça va aller. Ça va. C'est les deux phrases affreuses, hein. C'est dans ta tête où ça va aller. Ouais. Ne dites pas ça à quelqu'un qui ne va pas bien à un moment de sa vie, hein. Et de dire ok, j'entends, cependant avançons, voyons ce qu'il est possible. C'est la dimension ok, t'as essayé comme ça, est-ce que ça marche, et du coup est-ce qu'il n'est pas possible de voir. Par contre, en toute humilité, je peux pas te dire ce qu'il faut faire parce que je sais pas là tout de suite, et qu'on va essayer ensemble d'avancer vers ce cheminement. Le ensemble est intéressant. Marine, peut-être, du coup, parce qu'on a pas mal parlé, je sais pas si tu avais des choses à rajouter ou pas. On pensait à toutes ces situations où finalement Naruto se trouve face à un os, comme ce que vous mettez, enfin ce que vous dites un peu, qui vient l'interroger. Je pensais aussi par exemple au personnage de Neji, qui est un des premiers finalement à le mettre face au fait que on ne peut pas fuir en fait sa destinée, on doit suivre le schéma, une sorte de schéma en fait qui nous est imposé. Là où Naruto en fait vient de dire mais moi j'en ai rien à faire en fait de ça et je veux tracer mon chemin, mon propre chemin avec mes propres choix, mes décisions. Et c'est ça qui est beau aussi. Je trouve que Naruto c'est un personnage qui s'autorise à perdre aussi. Oui. Qui s'autorise parce que quand même il a beau être montré comme un personnage extrêmement puissant, c'est aussi un personnage qui échoue tout au long de l'anime et qui est incarné justement par cette figure de Sasuke qui lui fait comprendre que on ne peut pas tout obtenir même avec les meilleurs sentiments du monde
Et que pour lui, finalement, je trouve que c'est très beau qu'il se dit, mais comment je pourrais devenir Hokage si j'arrive même pas à protéger ou à ramener mes amis auprès de moi? Et qui se dit que finalement, s'il n'arrive pas à convaincre les autres, à convaincre ceux qu'il aime, il ne pourra pas convaincre non plus les autres. Mm. Et je trouve que c'est une quête assez noble qui se donne, c'est que justement, pour faire un peu un lien avec ce qu'on disait au début de l'émission, je pense qu'on peut dire Naruto psychologue, mais malgré lui, en fait. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'il cherche, c'est quelque chose de profondément authentique chez lui, de finalement partir de ses propres éprouvés, ses propres émotions et expériences pour comprendre l'autre à travers, certes, son propre prisme, mais c'est là où il y a toujours un écho, en fait. Parce que le monde des shinobi dans Naruto, c'est montré comme un monde un peu masculin de t'as pas le droit de pleurer, tu ne peux pas montrer ta faiblesse. On le montre assez peu, mais c'est quand même un monde très cruel où on envoie des enfants au casse-pipe quand même. Oui. Quoi. Ça reste avant tout des jeunes enfants qui sont des ninjas. Mais je pense que ça, on l'oublie malheureusement assez souvent et que l'espérance de vie était assez courte. Oui, c'est ce que dit le premier Hokage quand il revient à la vie d'ailleurs vers la fin de l'arc Obito. Mais c'est parfait comme résumé, Marine, ce que tu viens de dire. Donc on va dire psy malgré lui pour faire de la rime riche. Et en gros, dans le sens où c'est presque un peu quelque chose qui pourrait nous qualifier. Hein, JC est pas là, mais on le laissera reconfirmer ou infirmer ce que je vais dire. Dans le sens où il y a aussi une forme de sensibilité. Alors évidemment, on fait pas un métier par hasard, le nôtre non plus. Et c'est vrai qu'il y a un rapport dans la dimension d'écoute. Alors c'est aussi des choses qui se travaillent. Hein. On parlait de ce qu'on appelle dans le domaine des thérapeutes de la supervision, qui est de eux-mêmes être accompagnés par des professionnels qui leur permettent d'avoir un recul sur leur travail, ce qui n'est pas toujours simple. Ça c'est encore une autre réalité. On pourra peut-être en débattre un jour, mais pas simple autant financièrement qu'en termes d'organisation, parce qu'on fait un métier sympa, mais pas toujours très funky. Et en gros, donc c'est cette idée que Naruto a cette réceptivité-là, qui va passer par exemple par la... j'en perds le mot alors que je l'ai dit tout à l'heure, l'empathie, entre autres choses, mais voilà, pas que. Il y a un moment, quand il faut effectivement agir dans un cabinet de thérapeute, agir, ça va être, par exemple, mettre fin à une séance qui tourne en rond, ce qu'on appelle par exemple la scansion. Ça va être, écoutez, relever un moment où on se dirait, peut-être que justement, je suis dans un excès d'empathie, parce que cette personne-là, dans ce qu'elle me renvoie de sa boucle de souffrance, il y a quelque chose qui sonne pas juste. Et c'est vraiment pour ça, pour revenir sur ce que disait Olivier, on construit à deux, contrairement au fantasme magique des des psychologues qui seraient ceux qui savent, soi-disant, et vont tout résoudre simplement en vous écoutant. Non, c'est-à-dire que c'est un travail, il y a un va-et-vient permanent, c'est pour ça qu'on parlait de transfert. Il y a aussi ce qu'on appelle par exemple le contre-transfert, qui est aussi ce que suscite en nous la personne qui vient nous voir. Hein, parce qu'on n'est pas, évidemment, on est en mode poker face entre guillemets pendant les séances, hein. Évidemment, si quelqu'un nous raconte un truc affreux, on va pas systématiquement être en mode ah mon dieu. Donc c'est pour ça que c'est aussi un métier qui est dur. Mais il y a des fois aussi où il faut le souligner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui prennent pas conscience qu'elles ont vécu quelque chose d'horrible et qu'il y a quelque chose dans le ton où il faut dire simplement mais c'est horrible, c'est affreux ce qui vous est arrivé. Et on va voir des personnes qui vont banaliser ça. Je vais redonner la parole, je pense à Olivier qui voulait préciser quelque chose, mais simplement une dernière précision sur ce qu'on a dit juste avant, dans le sens où c'est un truc qui est très important, ce qu'on a souligné, parce que on retrouve dans tous les éléments dont sont porteurs les mangas, entre autres, le fait d'arriver à dire « je ne sais pas » ou « moi-même je n'arrive pas » face à cette situation-là. Pourquoi je fais ce parallèle-là et pourquoi j'explique par rapport aux mangas, et c'est pas un hasard que les mangas ça plaise autant aux jeunes, pas que, hein, évidemment, mais aux jeunes, dans le sens où c'est un truc auquel je suis confronté très souvent, je pense que Marine et Olivier et JC, même s'il est parti, le sont aussi, c'est de dire à certains parents, mais il faut arriver, c'est très salvateur, c'est très réparateur de dire que vous ne savez pas quelque chose à votre enfant, ou que vous n'arrivez pas par rapport à une situation. On a des drames familiaux, de choses qui sont portées comme une souffrance, parce qu'il y a des parents qui ont un tel idéal de ce que c'est qu'être parent, qui se disent, un peu comme le disait Marine pour les shinobi dans Naruto,
Naruto, non, il faut pas admettre, faut pas dire je suis un mauvais parent si j'admets à mon enfant que non, il y a des moments où vous allez justement laisser votre enfant dans une détresse parce que vous n'aurez pas admis qu'il y a des choses que vous ne savez pas ou auxquelles vous ne pouvez pas réagir, qui sont au-dessus de vos forces, on va dire. Tout à l'heure, on parlait d'idéal du moi. C'est bon pour l'idéal du moi d'éviter de se faire passer pour quelqu'un de parfait aux yeux de ses enfants, puisque ils se construisent aussi en fonction de modèles qui sont principalement les parents. Spoiler. Oui, spoiler, hein, qui sont principalement les parents, et de se dire attends, mais en fait, faut être parfait dans la vie, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit tout savoir. C'est hyper angoissant. Je voulais aussi rajouter par rapport à ce que tu disais, il y a une autrice, je sais jamais comment dire, mais Alice Miller qui parle de témoin lucide. Qui par moment le thérapeute se positionne en ce qu'elle appelle le témoin lucide, celui qui nomme les choses, qui dit ce qui vous est arrivé là, alors ça peut être en fait vous vous êtes fait violer si la personne n'a pas conscience que ou alors tout simplement de dire vous avez dû souffrir quand vous avez vécu ça. Ou à l'inverse, c'est merveilleux ce qui vous est arrivé. Parce qu'il y a aussi des gens pour qui c'est difficile, ça. Oui, effectivement. Et non, en fait, à la base, c'était ce que je voulais te dire par rapport à Naruto et Naruto Psy. Ce qui fait de lui, je pense, un bon psy, entre guillemets, si tant est que ça existe, c'est que en fait, il a cette capacité. Il reste quand même un tant soit peu... Enfin, non, il reste lucide. C'est-à-dire qu'il a la mesure des choses. Est-ce que c'est la juste mesure des choses? C'est-à-dire qu'il est capable de condamner l'acte sans condamner la personne. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans le pauvre, c'est pas de sa faute s'il a fait ça. Il va dire non, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord avec. Il y a eu passage à l'acte. Mais par contre, toi, en tant qu'individu, je ne vais pas te juger, je ne vais pas te condamner en tant que personne. Alors bien évidemment, dans la dimension de la thérapie, on ne va pas dire à quelqu'un je vous condamne pour votre acte. Ça, on n'est pas la justice. Mais c'est de garder quand même un lien avec ses propres valeurs, pas se perdre dans la dimension du contre-transfert et de passer de ce qu'on va appeler de l'empathie à la sympathie, souffrir avec et de dire le pauvre, la pauvre, et d'être dans cette distance juste pour permettre de pouvoir accompagner la personne, de ne pas être dans le jugement de ce qu'elle est, et en même temps savoir mesurer les choses et même dans le cadre, je l'ai pas fait exprès celle-là, dans le cadre de la thérapie, d'être capable de se positionner et de se dire ok, là c'est pas ok, là ce qui est en train de se jouer, je peux pas le laisser jouer. Par contre, même si ça s'est joué, on va revenir dessus, et je vais pas vous punir quoi, ni vous abandonner, ouais, exactement. Qui me fait penser d'ailleurs à une scène du tout début dans Naruto où il se trouve dans j'ai pas le nom, mais quand il combat, son tout premier combat face à un grand ninja qui est... oui, avec les miroirs Zabuza. Et l'autre, c'est mince, qui est génial d'ailleurs. Et qui rencontre ce petit garçon d'un village de pêcheurs, en fait, qui justement a perdu son papa de substitution et qui est dans une grande détresse, finalement a complètement attaqué, dévalorisé toute figure de forme de héros parce que lui-même a perdu en fait son père parce qu'il a assumé en fait ce rôle-là en fait qui en a fini par être un martyr. Là où on pouvait attendre que Naruto soit mon pauvre petit, t'es tout seul, tu me renvoies en miroir à des propres éléments personnels, Naruto ne tombe pas du tout là-dedans et au contraire va prendre une position inverse de finalement, mais arrête de pleurer et il est temps maintenant que tu passes à autre chose et finalement c'est en le confrontant ce petit garçon à quelque chose qui est assez dur et violent quand même ce moment-là, de finalement ne pas trouver une figure d'empathie. De ne pas finalement rentrer aussi, j'ai envie de dire, dans le fonctionnement de ce petit garçon qui serait finalement de susciter l'empathie et d'alimenter un peu le symptôme, de continuer à être dans cette forme en fait d'auto-rumination constante qui n'évolue pas. Naruto lui fait comprendre en mode non, en fait il faut pouvoir dépasser ça, là où il est capable justement à d'autres moments d'être vraiment en phase empathique. Par exemple, ce qu'on me disait tout à l'heure avec Gaara, mais en fait, je reconnais et j'accueille ta souffrance là où personne d'autre n'a été capable, en fait, auparavant de la voir parce qu'il suscitait des sentiments de haine, de colère, d'agressivité. Donc, il est capable, en fait, finalement, de vraiment s'accorder à l'autre. Et c'est ça qui est assez exceptionnel chez ce personnage.
Oui, c'est Haku, donc avec son mentor, on va dire Zabuza, qui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment un arc formidable, comme c'est dit d'ailleurs dans le chat. Je rejoins celles et ceux qui disent que c'est leur arc préféré parce que c'est vrai que on a beaucoup plus parlé de l'état d'avancement dans la série, mais c'est vrai que c'est le premier emblématique et c'est là où on voit aussi la maladresse de Naruto à tous les niveaux parce que on sent qu'il a encore on va dire un panel de réponses un peu limité et surtout qu'il est encore très contrôlé par Kyuubi. Enfin, il est très dépendant de ce monstre qui est en lui. On n'en a pas parlé. JC avait aussi suggéré effectivement cette dimension de cohabitation entre le monstre intérieur. Peut-être on en reparlera peut-être un jour si on fait une émission sur Dexter, peut-être. Donc voilà, c'est vraiment assez chouette. Moi, je terminerai juste parce que je vais reprendre l'expression de Marine parce qu'elle résume très très bien. Donc Psy malgré lui sur la logique et ce que disait Olivier sur l'instant. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle en concept entre autres psychanalytique mais pas que. Freud parlait du fameux hic et nunc, donc l'ici et maintenant effectivement de la séance. Ça veut pas dire qu'il se passe rien autour. C'est pas une espèce d'image qui vient dire que le psy quand il vous reçoit il prend rien de ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire. Mais le moment de la séance, le moment de la thérapie, c'est le moment qui compte, c'est le moment où vont se jouer les choses de la même manière que Naruto, quand il est psy malgré lui, c'est ce qui va se jouer sur le moment, c'est la réponse qu'il va trouver, etc., etc. Voilà les amis, pour moi je pense que j'ai à peu près tout dit, c'est à vous de jouer s'il y a une dernière chose à rajouter, puis je pense qu'on s'arrêtera juste après ça, donc je t'en prie Olivier, ou Marine, si vous voulez. Personnellement, je vais m'arrêter là, non pas parce que j'ai plus envie de parler, mais parce que je pense que sinon on est reparti pour 1 heure et que j'ai des impératifs. Donc si Marine veut conclure, je la laisse. Ouais, symboliquement, ce serait beau parce que c'est vrai que Naruto l'animait beaucoup et donc je pense que on te laisse le mot de la fin si tu en as un, Marine. Question. Oui. Non, juste au cas où certaines personnes n'ont pas savouré cette œuvre jusqu'au bout. Franchement, je surconseille Naruto parce que moi, je l'ai découvert assez tardivement, mais avec grand plaisir parce que ça a il y a beaucoup de liens possibles en termes de morale et de psychologie qui est insufflé et diffusé tout au long de Naruto et c'est assez exceptionnel parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a tout un panel de personnages très différents et qui font écho à tout un tas de choses. Donc, de foncer si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'avez pas encore lu ou vu en tout cas Naruto. Morale, psychologique, politique. Cette œuvre, elle se lie à différentes. Là, on a parlé de psychologie, c'était le thème de l'émission, mais il y a plein de strates en fait. Elle est formidable cette œuvre pour ça. Oui, et on n'a pas parlé, mais on repartira sur notre émission, mais le fait que, si on en a un peu parlé quand on disait que c'était les enfants qui payaient les pots cassés, donc voilà, il y a vraiment une dimension fondamentalement psychologique et politique dans Naruto, et donc on termine sur cette image de Haku et Zabuza, et on vous invite fortement, parce que c'est le but de l'émission, pas simplement de vous prendre la tête qu'avec du psycho, mais de vous inviter à cogiter de manière générale. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Je vous laisse pour la dernière fois les émissions les endroits où retrouver en dehors de notre émission Funky Pop Psy le podcast donc de JC La Saveur de la Finitude et le site de Marine. Voilà, si vous avez des gens à qui vous voulez sensibiliser sur la question de la pop culture, elle a écrit sur Evangelion tout récemment, elle a écrit sur Squid Games, elle a écrit le deuxième que j'avais lu, aide-moi s'il te plaît Marine. Strange ou Him. Oui, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très digeste, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 15 en psycho, et c'est bien recommandé pour les gens qui vont vous dire il n'y a pas d'impact de la pop culture en règle générale. Voilà, on vous dit a priori à dans un mois. Followez-nous donc sur Twitch pour être au courant, pas que de cette émission-là, mais des émissions en général, parce qu'il y a des petits trucs sympas qui arrivent. Et puis abonnez-vous donc Twitter, Instagram, Facebook, où vous aurez les rappels des émissions à venir. On a plein de trucs dans notre sac à malice, du Berserk, du Friends, du Hades, voilà, on a plein de belles choses, du Invincible forcément, grâce à Olivier qui m'a mis le doigt dans l'engrenage. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao. Bye bye. Ciao!